Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur ITV, la chaîne du groupe E-Media. Nous sommes aujourd'hui avec un invité prestigieux, Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, qui est venu depuis quelques jours faire une visite au sein de l'Institut Diambar, qui, vous le savez, a un contrat de collaboration avec ce prestigieux club français, l'Olympique de Marseille. Monsieur Pablo Longoria, bonjour. Bonjour. Vous êtes au Sénégal depuis quelques jours. Sous votre nouvelle casquette de président de l'OM, vous bouclez votre première visite au Sénégal, n'est-ce pas? Oui, c'est la première visite en Sénégal, c'est la première visite en Afrique. Bon, et avec beaucoup de plaisir d'être ici. On peut espérer que vous avez trouvé de bonnes raisons de revenir très bientôt et plus régulièrement. C'est toujours un plaisir quand tu te sens bien accueilli. Ça, c'est le cas. Et spécialement, bon, pour moi, c'est un plaisir et avec beaucoup de plaisir, je me rendrai disponible dans le futur. Vous êtes là, on le sait, il y a un contrat de collaboration qui lie votre club, l'Olympique de Marseille, à l'Institut Diambar du Sénégal. Un contrat qui a été signé le 12 avril 2020 pour une durée de 3 ans. Aujourd'hui, à 1 an, c'est une étape. Quelle lecture faites-vous un peu de l'évolution de cette collaboration? C'est un contrat que c'est beaucoup, on peut dire, conditionné par l'effet de la pandémie mondiale qu'on a vécu, tous nous. Spécialement, ça nous a impédu de développer tous les projets comme on aurait souhaité. Mais spécialement maintenant, c'est le moment de chercher de développer toutes les choses qu'on a en commun, qu'on peut développer ensemble et surtout de voir comment est-ce qu'on peut régler toute la situation pour le futur et chercher d'avoir une collaboration effective, plus active et surtout avec beaucoup d'ambition. Quand vous dites une collaboration plus active, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la formation à la base, c'est au niveau purement technique, c'est au niveau de la communication. C'est à quel aspect que vous souhaitez vraiment vous appesantir un peu plus? Surtout dans un aspect technique, de développer la formation, d'être actif dans la recherche du talent en Afrique, spécialement en Sénégal. On a une stratégie de recrutement, de scouting très forte mise en place ici en Afrique, dans laquelle ça commence à se voir avec quelques joueurs qui commencent à arriver à Marseille. Et surtout dans notre vision stratégique de recrutement et de développement de football et des liens en Afrique, Sénégal a un rôle important à jouer. Pour ça que pour nous c'est important ce type de partenariat, et spécialement pour développer la formation du football ici en Sénégal. Au bout de quelques jours à l'Institut Diambar, qu'est-ce qui vous a un peu tapé dans l'œil? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce que vous avez vu aujourd'hui, dans ce que vous avez vu ici particulièrement? Les possibilités, non? Je crois que dans le moment que les infrastructures existent, c'est à nous, les personnes qui font des différents types d'accords de partenariat, à chercher de remplir les contenus. C'est à nous d'avoir la responsabilité de d'avoir un avenir important, de chercher de développer des projets spécialement vinculés au football et au développement du football et des jeunes talents pour avoir un effet important à moyen terme, mais surtout d'avoir beaucoup de possibilités pour chercher d'aider à développer les talents locaux. Mais au niveau de ce qui m'a plu, la disponibilité, surtout de très grandes possibilités d'avenir. Est-ce qu'il y a dans ce programme qui vous lie un projet pour faire en sorte d'avoir une certaine uniformisation de la formation, de sorte que ce qui est proposé ici comme contenu de formation soit un peu uniforme avec ce dont l'Olympique de Marseille a précisément besoin? Le football a 3 composantes, non? Un, c'est le recrutement ou le scouting. Un autre, c'est la méthodologie du travail à niveau technique. Le troisième, c'est le management ou gestion des ressources.
on parle à niveau de formation. À niveau de scouting, c'est qu'on voudrait mettre en place un système dans lequel on a une méthodologie de travail en commun, une stratégie en commun pour développer bien le scouting de Diambar en Sénégal. Et surtout à niveau technique, avec la formation des éducateurs ici, partager une même philosophie de jeu, une même vision pour pouvoir développer les jeunes talents ici au Sénégal. En parlant de jeunes talents, il y a un joueur qui, grâce à cette formation, grâce à cette collaboration, a pu rejoindre l'Olympique de Marseille, au point d'ailleurs aujourd'hui d'intégrer le groupe de performance de l'OM, c'est Bamba Dieng. Aujourd'hui, comment jugez-vous un peu son évolution au sein du club marseillais? Quelles sont les perspectives avec lui, avec l'OM? À dire la vérité, c'est un joueur qui est en train de s'agrandir. Son développement naturel s'était un peu fermé pour une blessure au genou que tous nous on connaît. Et depuis le premier jour qu'il est arrivé, il est performé avec les deuxième équipe. Et dans le moment qu'il a intégré le groupe pro, il a eu des développements très intéressants. Il est un joueur qui a de la puissance, il a de la verticalité. Il est un joueur qui a de très bons mouvements sur les espaces. C'est un joueur qui en fait c'était bien utilisé pour notre coach pendant la préparation d'été. Il manque quoi pour avoir beaucoup plus de Bamba Dieng provenant de Diambar à l'OM? On en aura combien dans un futur proche? Alors, c'est une bonne question. C'est une question toujours, on parle toujours de trouver les bonnes qualités. C'est en général, il y a de bonnes qualités des joueurs. C'est de trouver les profils nécessaires, c'est de trouver les profils qu'il y a du potentiel, lesquels avec une formation plus européenne, dans un contexte européen, il peut avoir beaucoup plus de possibilités. Qu'est-ce qu'il manque? C'est une bonne question. On peut parler d'un développement plus de concepts de formation plus européens. On a des exemples de beaucoup de méthodologies faites en commun entre les ressources locales, parce que toujours c'est important d'avoir des ressources locales qui connaissent les milieux, qui connaissent la philosophie, qui connaissent comment faire grandir, mais avec une vision européenne, que ça peut venir entre la collaboration entre les différents clubs. Et ce type de collaboration, c'est lequel qui permet d'avoir moins d'espace entre la différence qu'il peut y avoir dans les niveaux dans lesquels il voit dans la formation plus initiale, jusqu'au niveau d'exigence qu'il y a dans le futur, dans le contexte européen qu'il peut se retrouver. Vous avez certainement dû mesurer un peu, même si on est dans une situation, dans un contexte de crise sanitaire, de pandémie mondiale, vous avez dû mesurer l'ampleur que l'Olympique de Marseille représente dans ce pays, tout l'engouement qu'il y a autour du club. Est-ce que vous avez pu mesurer ça de très près dans les quelques jours passés ici? Oui, depuis que nous sommes arrivés, moi et toute l'équipe dirigentielle, on se rend en visite ici en Sénégal. C'est important d'avoir ce type de chaleur humaine autour de nous. Nous sommes conscients, quand il y a l'OM, de l'importance qu'il y a pour beaucoup de pays comme le Sénégal, et spécialement toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir être proche de nos gens. Nos gens, c'est à Marseille, mais on sait les components internationaux et tous les liens historiques qu'on a avec le Sénégal, avec des présidents d'origine sénégalaise. On a comme Pape Diouf, on a beaucoup de joueurs historiques du club qui viennent du Sénégal, et ça, on a beaucoup de gens de la ville qui proviennent du Sénégal. Et ce type de lien, ça c'est un lien qu'on doit toujours renforcer, mais ça se sent dans la générosité et dans l'accueil que tous les gens ici en Sénégal nous ont fait. Diambar est un très jeune club qui est né en 2003, il y a moins de 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que Diambar peut espérer sur le plan purement local, sur le plan du football local? Qu'est-ce que Diambar peut espérer dans cette collaboration avec Marseille? C'est de nous positionner. En collaboration, c'est toujours une question qu'on doit chercher de donner à l'autre quelque chose qu'ils n'ont pas.
Même Diambar à nous à Diambar. L'objectif, c'est toujours de bien positionner Diambar comme un centre de formation, comme une académie importante ici en Sénégal. De faire tout le possible pour arriver à l'excellence, de faire tout le possible pour avoir un type de rapport qui permette d'avoir de la crédibilité de toutes les choses qu'on peut faire en commun ici en Sénégal. Avoir de la crédibilité, c'est la chose plus difficile dans le football. Avoir un projet. Pour moi, c'est une question plus de chercher de comment aider nous comme OM à positionner les Diambar pour chercher de développer tout le potentiel qu'on a en commun. Vous l'avez évoqué tantôt, Marseille c'est également un club qui a pu tout au long de l'histoire accueillir beaucoup de footballeurs sénégalais de talent, de grandes légendes, jusque même dans l'administration du club, vous l'avez évoqué Pape Diouf. Quel regard apportez-vous sur ces légendes sénégalaises passées, si vous en connaissez certains naturellement, jusqu'aux plus proches, les derniers qui étaient de Mamadou Niang à Habibé entre autres? C'est une question toujours d'avoir du respect. Tous les gens qu'on passe pour un club, nous sommes temporaires. La chose qui reste, c'est l'histoire. Et finalement, les protagonistes de l'histoire d'un club sont toujours les joueurs qui sont les principaux protagonistes dans tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai pour tout le monde? Beaucoup de respect. Et quelle est leur place aujourd'hui dans le projet que vous comptez mener au sein de l'OM? Au sein du club, c'est toujours avec les gens qui ont fait l'histoire du club, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, tout le monde qui veut aider l'institution, tout le monde a sa place. Une autre chose, c'est que l'institution, c'est au-dessus de tout nous. Et avec ça, tout le monde qui veut aider, il y a toujours une place pour tout le monde, spécialement pour tous les gens qui ont fait l'histoire du club. Pape Diouf, qui a occupé le fauteuil que vous occupez actuellement, qui nous a quittés malheureusement au tout début de la crise sanitaire. On a vu l'Olympique de Marseille lui rendre un vibrant hommage. Il représente naturellement beaucoup pour ce club. Est-ce que cela a aujourd'hui une certaine influence dans le projet que vous menez en direction de l'Afrique, notamment le Sénégal et d'autres pays bien sûr? Sans question que malheureusement on a perdu. J'aurais eu le plaisir de lui connaître. Ça c'est une chose que malheureusement, avec tout ça qui s'est passé, c'est un regret. Pour moi, même comme personne, pour bien connaître des personnes qui ont fait l'histoire du football africain et du football français. Mais spécialement, il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons comme des présidents avec un passé sportif, avec plus en spécialisation dans les domaines sportifs. J'ai cherché de bien m'informer de tout ça qu'il a fait avant comme directeur sportif. Et le parcours qui se ressemble un peu, en plus d'avoir été un homme de médias comme vous, il y a sûrement beaucoup de comparaisons qui se font. Il y a la comparaison et pour moi c'était important de bien comprendre l'histoire et j'ai bien compris tout l'amour du peuple marseillais qu'il avait dans la relation avec Pape Diouf. Et ça c'est une chose que toujours il faut respecter tous les supporters, il faut faire du football pour nos supporters et c'était une chose qu'avec les rappels et les souvenirs que tout le monde y sont, ça c'est une chose qui reste comme une personne très humaine. Et justement, Pape Diouf, c'est le dernier président de l'OM à avoir gagné, avoir remporté ces titres-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement autour du travail que vous avez commencé à faire. L'ambition des supporters est devenue encore plus grande. On l'a vu avec le mercato que vous avez fait, avec 8 joueurs de premier plan recrutés. On espère qu'il y en a encore d'autres qui vont venir. Est-ce que vous sentez un peu cette pression-là qui vient du public sur le plan de l'ambition du club qui semble d'un coup aller de l'avant? L'ambition de l'OM doit toujours être au maximum. Gérer un club comme l'OM sans ambition, je considère que ça c'est impossible. La pression de l'ambiance, c'est une question qui est liée à l'exigence de nos supporters. Et ça, c'est de la pression, mais je considère ça une pression positive, une pression qu'on doit transformer en force
on doit transformer en ambition, on doit transformer dans la passion près du football. Non? Je comprends toute l'ambition. Après, c'est difficile. Mettre ensemble 9 joueurs ensemble, c'est toujours compliqué pour l'ensemble de l'équipe, surtout quand ils changent beaucoup d'éléments dans des positions clés de l'effectif. C'est plus chercher de canaliser toutes ces ambitions, toutes ces envies encore de se retrouver au stade, d'avoir une équipe qui porte des ambitions. Ce qu'on a cherché depuis les premiers jours, c'est l'ambition. Et chercher de canaliser toutes ces pressions comme une chose positive, qu'on doit rendre de toutes ces pressions et de toutes ces attentes un de notre force. Justement, après être allé chercher des joueurs au Brésil, des joueurs en Turquie, dans le championnat italien, dans le championnat anglais, vous avez fait tout ça. Aujourd'hui, vous mettez quoi sur la table pour cette équipe-là? Quelle est concrètement l'ambition du club pour cette saison-là? L'ambition toujours de l'OM, ça doit être de définir la saison le plus à notre possible. Avec l'histoire qu'on a, avec les ambitions qu'on a, notre objectif c'est toujours de chercher le podium du championnat français. Ça c'est une question de respect pour nos supporters et pour les exigences naturelles de nos supporters et l'histoire du club. On doit avoir toujours l'objectif de rentrer en Champions League, surtout parce que ça c'est lequel qui te permet de faire construire un projet, de donner de la continuité, de chercher de faire agrandir chaque jour les clubs. Et d'aller chercher le titre par exemple? Le titre, c'est la question plus importante dans la vie sportive et dans la vie de toutes les personnes que nous sommes en contact avec un groupe sportif. Gagner des titres, c'est toujours une question jolie. Il faut être ambitieux, il faut savoir quelle est la position, il faut comprendre toutes les difficultés, mais surtout lesquelles que ça te reste une fois que tu finis un parcours avec un club, avec un projet, c'est toujours quand tu es capable de réussir. Et toujours un titre, c'est un souvenir très important. Et il manque quoi à cet effectif? On dit que le mercato n'est pas encore fini, mais quand on fait les emplettes à ce point, on peut penser que c'est déjà bouclé. Concrètement, il manque quoi? Il manque exactement, on voulait depuis le premier moment de faire un effectif avec 2 joueurs du terrain par position. Ça c'est évident, il y a des positions comme peut-être la position de latéral droit que ce n'est pas encore du tout bouclé. Nous sommes actifs dans le marché et après on va attendre à voir toutes les possibilités qu'il y a dans les marchés à titre réel pour avoir des différentes options de substitution en cas qu'il y a des offres pour nos joueurs qu'on considère valables. Le nom de Lirora est revenu à plusieurs reprises, surtout que c'est quelqu'un qui était déjà dans l'effectif. Par contre, ça tarde à être bouclé. Quel est un peu le blocage ou est-ce que ça devrait se faire rapidement ou pas, à votre avis? Ça, c'est le mercato. Pour faire des opérations dans le mercato, il faut que tous les parties soient contents. Par le moment, il y a des parties qu'on n'a pas de désaccord. On a des conversations toujours dans le respect entre les différentes institutions. Mais encore, nous ne sommes pas dans une position de pouvoir nous rapprocher pour faire un dossier. Ça, c'est une question logique, comme dans toutes les négociations, mais on doit toujours porter du respect pour la Fiorentina, qui ont investi beaucoup de l'argent dans le passé pour un joueur comme Paul, que tous nous, on connaît les conditions qu'il a et les capacités qu'il a, parce qu'il a fait un très bon fin de la saison avec Est-ce que les désaccords sont à ce point importants? Toujours en négociation, c'est une négociation. Tout le monde il a des attentes, tout le monde dans ce que tu penses de pouvoir encaisser, de ça que tu penses pouvoir payer dans une valeur juste de marché. Mais il faut être patient. Le marché, c'est encore large, on a jusqu'à 31 août. C'est le seul poste où il y a à faire des réglages encore, ou vous avez encore des pistes pour d'autres postes encore? Dans toutes les positions, tu dois avoir toujours des pistes. Je veux savoir
gérer un effectif et avoir présent toutes les options qu'il y a de substitution, c'est l'exigence qu'on doit avoir comme dirigeant d'un club, spécialement avec notre cellule de recrutement, avec notre directeur technique David Frio. On travaille tous les jours pour chercher de trouver des solutions. Et pour les départs, il y a encore des noms qui reviennent régulièrement, Douye Tchaltachar, Boubacar Kamara. Où est-ce qu'on en est exactement les concernant? On attend les marchés, on attend les mercato, on connaît les valeurs qui sont nos joueurs. C'est un valeur adjoint, c'est un valeur en plus. Jouer dans un club avec la pression de l'OM, ça doit être tenu en considération. Quand tu travailles dans des grands clubs, la chose plus difficile à trouver, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer avec de la pression. Ça, c'est une chose qu'à l'OM, c'est un des clubs européens qui sont la pression plus haut. Mais pour ça qu'il faut bien comprendre la situation du marché, il faut bien comprendre que tous les joueurs ils sont en prix. Il faut bien savoir la position de tout le monde dans le marché, spécialement parce qu'on connaît qu'on a de très bons joueurs, on connaît qu'il y a des situations dans le marché que c'est nécessaire aussi pour la santé économique et aussi pour faire agrandir un projet d'être actif sur les marchés de départ, mais en sachant que les prix des marchés des joueurs, ça doit être juste pour tout le monde. Ça fait quoi d'être à 35 ans président d'un club aussi clivant et aussi populaire que l'Olympique de Marseille? Ça, c'est un motif pour être content à titre personnel. Ça, c'est une responsabilité. Mais ça, c'est la responsabilité que tu dois comprendre dans les moments que tu es à la tête d'une institution qui est soutenue par beaucoup de personnes qui sont nos supporters. C'est toujours de savoir qu'on fait du football pour eux. On sent la pression parce que les expectatives de tous les supporters de l'OM, mais c'est un motif pour être heureux, c'est un motif pour être très content et surtout de chercher, d'avoir ambition et de donner à la gens l'envie de regarder son équipe. Quand vous entrez dans un stade comme le Vélodrome, c'est quoi qui vous fait vraiment vibrer en tant que fan de football, au-delà du dirigeant que vous êtes? Bon, samedi, c'était la première possibilité de pouvoir entrer dans un stade avec 30 000 spectateurs. Il y avait beaucoup d'émotions, non, à titre individuel, pouvoir vivre comme dirigeant du club en Vélodrome avec nos supporters, c'est une question toujours qu'il fait créer beaucoup de sentiments à l'intérieur, surtout parce qu'il y a quelque chose de spécial dans cet stade. Quand je suis venu dans le passé comme recruteur pour des différents clubs, c'est toujours un plaisir de vivre un match au Vélodrome parce que l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de notre stade, c'est l'ambiance plus spéciale qu'il y a en Europe dans un stade. Et justement, vous l'évoquez un peu cette place du supporter dans le football. On a l'impression que ça change de plus en plus. Récemment, on a parlé en Europe du projet de Supercoupe en Europe. On n'a pas entendu votre avis sur le sujet. Quel est un peu même si ça a été bloqué finalement avec des réactions populaires de plusieurs supporters du monde entier, quel est un peu votre avis personnel sur ce projet qui a été tué dans l'œuf, on va dire? Le football, c'est un véhicule de cohésion. C'est très difficile à penser qu'on peut décider le futur du football avec 11 clubs qui se mettent, ou 12 clubs qui se mettent dans un salon à décider le futur du football européen avec un intérêt seulement économique. Je crois dans développer des compétitions nationales qui permettent d'avoir des compétitions internationales encore plus fortes. Je crois que le futur du football en Europe, il passe pour la réforme des différents championnats pour rendre les championnats encore plus compétitifs, d'augmenter le niveau des championnats mineurs parce qu'on ne peut pas penser à faire du football en Europe sans compter avec beaucoup de clubs historiques comme Ajax en Hollande,
c'est un plaisir toujours jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade, jouer en Portugal contre Porto, contre Benfica, jouer un match contre un Steaua de Bucarest ou Stade National de Bucarest. Tu dois penser toujours à tous ces types de gens, donner la possibilité à tous les clubs de rêver. Et surtout, un principe basique du sport, du football, c'est la méritocratie. Ce que tu dois te gagner, ça doit être pour ta performance sur le terrain. Jamais tu peux faire dans le football et avec les valeurs européennes du sport en compétition fermée. La compétition, ça doit être toujours d'accord au mérite sportif que tu t'es gagné dans le terrain. Même la valorisation de très bons projets, des projets qui vont s'agrandir, des projets qui sont décidés, des projets qui cherchent d'avoir un avenir dans le football européen. C'est de donner à tout le monde sa place. Et surtout, maintenant, on vit un moment où tous les supporters n'ont pas eu possible d'aller dans les stades. Et il faut se rapprocher aussi de la gente, savoir quelles sont les attentes de nos supporters. On considère que le football est dans un moment compliqué au niveau économique. C'est une industrie qui a eu beaucoup d'impact dans la crise actuelle. Même avant, on commençait à avoir beaucoup de problèmes avec la gestion de différents budgets, avec peut-être en difficulté pour attirer l'attention de nos jeunes. Mais je crois que le chemin, c'est plus d'écouter les gens et pas d'imposer des décisions. Justement, en parlant de méritocratie, en parlant de niveau du championnat, il y a quelques mois, vous avez été attaqué de toutes parts en France quand vous avez évoqué un peu les difficultés que vous avez décelées pour le championnat français. Comment avez-vous apprécié un peu tous ces débats qui avaient été agités, notamment par certains comme Raymond Domenech? Non, mais tous les débats, c'est parfait. Débattre sur l'avenir du football, je considère ça une question très positive. Chacun a le droit d'avoir une opinion. Par exemple, j'aime beaucoup discuter du football, j'aime beaucoup discuter de la méthodologie, j'aime beaucoup discuter sur différents projets. Je considère positif avoir des discussions pour l'avenir du football, si ça peut poser des questions, que ça nous permet d'avoir un niveau d'exigence, un niveau d'excellence encore plus haut dans le football français, que c'est un des footballs plus formateurs au monde. Mais on se rend compte de toutes les difficultés. Mais toujours, il faut se donner un niveau d'exigence dans tout ce qu'on fait dans le quotidien, le plus haut possible, parce que je crois que c'est poser des questions et chercher d'être très critique avec le travail même, avec le travail qu'on fait à l'interne. On doit être très critique tous les jours pour chercher d'améliorer toujours le système. On va terminer sur cette note. Quel regard portez-vous justement sur l'avenir du football de façon globale? On est dans une crise qui nous a fait beaucoup réfléchir. Dans tous les secteurs de vie du monde entier sont touchés. On s'est rendu compte que le football pouvait également traverser une certaine crise. Aujourd'hui, avec cette perspective qui est là, avec tout ce débat qui a été soulevé notamment dans la gouvernance du football, dans la gestion financière, dans le niveau des championnats, dans la qualité du spectacle proposé, dans la gestion des droits TV, dans tout cela, dans tout cet écosystème aujourd'hui, quel est à votre avis l'avenir du football? On peut discuter de ça pendant des heures et des heures. Pour moi, c'est la rationalisation du football et de retrouver le moment actuel et de retourner à la réalité de ce que c'est la situation économique aujourd'hui. Il y a des questions. Une des questions, ça passe pour la gestion économique du club de football. Maintenant, la plus grande part des clubs en Europe, que c'est le contexte que je connais mieux, sont dans une situation financière très difficile. Pour ça qu'on doit se poser beaucoup de questions sur le niveau de santé qu'on peut avoir à niveau économique dans le football. Ça passe pour une réduction du cost, ça passe pour une réduction du nombre de joueurs dans les différents effectifs, ça passe pour une rationalisation de tout ce que sont les prix de transfert, les prix et les montants du salaire. Mais il y a une deuxième vision que c'est comment développer un football qui soit à chaque fois plus attractif. Je crois que pendant les dernières années, le football s'est passé dans une direction avec une différence entre les différents clubs à l'intérieur des championnats très grande, même avec une différence de niveau entre les différents championnats européens.
Je considère qu'on doit prendre en direction de protection des talents locaux parce que chaque fois, si on prend l'exemple d'aller dans les Balkans, chaque fois qu'il y a un talent des Balkans qui sort avec 17 ans, 18 ans, avec une performance de moins de 30 matchs en première équipe de Partizan ou Étoile Rouge de Belgrade, ça ne permet jamais de développer un pré-championnat. Pour moi, le futur du football, ça commence pour augmenter le niveau des championnats mineurs, chercher une protection des talents et faire une réforme pour faire des championnats, on peut dire, du top 5, les plus compétitifs possibles. Je crois que le niveau de gouvernance du football des années 90, par exemple, avec des championnats très compétitifs comme les championnats italiens, les championnats de la Bundesliga en plein développement, la Premier League quand il s'est commencé à développer en 92. C'est toujours de retourner à ce modèle où chaque monde il a son espace pour être compétitif et chercher d'aider le développement le plus grand possible des championnats meneurs avec la protection du talent local. Alors, on se donne rendez-vous, on est au terme de cet entretien, on se donne rendez-vous à la fin de la saison. Je vais juste vous demander en 10 secondes un pari. Si l'Olympique de Marseille, et ça c'est pour les supporters de l'Olympique de Marseille qui sont nombreux à travers le monde et qui nous suivent, si l'Olympique de Marseille remporte un titre au bout de la saison, quel est le pari du président Pablo Longoria? Non, Paris, rien de Paris. On doit faire du football dans les jours à jour. Pas penser qu'on a des attentes de titres ou pas de titres. Ça va être la propre saison qui nous va poser dans nos placements. Il faut travailler tous les jours. Pour moi, c'est la question de chaque match. C'est un match, on doit être compétitif dans tous les matchs de la saison. Après, on va voir où cet effectif, cette ambition qu'on a maintenant, ça va nous porter, mais avec de la tête et les pieds sur la terre. Le soleil est revenu ici à l'Institut Diambar. C'est justement le moment prévu pour nous séparer de notre invité, Monsieur Pablo Longoria. Je rappelle qu'il est président de l'Olympique de Marseille. Il est en visite de quelques jours, visite de travail avec une importante équipe de l'Olympique de Marseille ici à l'Institut Diambar de Saly, dans le cadre d'un partenariat qui lie les deux clubs, le club sénégalais, l'Institut Diambar de Saly, et le club français, l'Olympique de Marseille. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de recevoir sur ce plateau M. Longoria. Merci beaucoup, M. Longoria. Merci. On se retrouve très bientôt avec l'ensemble des supports du groupe E-Media. Merci.